Hey, c'est Ouais. vraiment long, cette histoire-là, hein. Je pensais pas que c'était pour être Ouais. aussi long que ça. Bon, moi aussi, je suis étonné de voir que ça traîne un peu trop. Parce que J'aurais dû normalement, le partir les, plus tôt. les jours là, on avait déjà commencé à faire l'installation, je pense. Ben, c'est ma faute. J'aurais dû j'aurais dû le partir avant. C'est parce que le problème, c'est que l'instance que j'ai, c'est seulement c'est un core, deux threads. C'est sûr que Ah ouais. là, j'ai pas un 4 GHz de CPU qui travaille à compiler le code. C'est vraiment juste un 2 threads. Donc, il fait ce qu'il peut. Ouais, Mais c'est des bruits. bon, il se débrouille, mais là, il se débrouille pas assez. Ça, c'est un petit problème. Ah. Écoutez, Bon, on peut, je sais pas. on va tricher. On- Non, on va ouais, tricher. je pensais que. Bon, ok. On va tricher. Regardez bien ça, là. Méthode 2. De toute façon, là, une fois que c'est compilé, c'est tout comme. Une fois que c'est compilé, on prend les fichiers exécutables et on les met à un endroit où on va pouvoir s'en servir globalement. Ceci étant dit, moi, je vais aller les chercher directement. Regardez bien ça, ce que je vais faire. Je vais retourner. Oups. Bon, faut changer de clavier. Donnez-moi quelques secondes. J'ai pas le bon. Oups. Voyons. Ah! Ok. Bon, ça y est. Ouais, conflit de clavier. Ok. On va y aller avec la méthode rapide. Une fois le node compilé, on a déjà nos exécutables, on a juste besoin de les mettre à la bonne place, mais je vais aller les chercher directement à la place dans le repository d'Intersec. Donc, github.com, on l'a ici, Intersec MBO repository. Je vais envoyer le lien au cas où vous n'auriez besoin dans le chat. Et voilà. Donc, à partir de là, on va chercher Cardano Node. Oh, pas Carfano, mais Cardano. On clique dessus. Et là, ici, je vois le node 9.1.0, c'est celui qu'on a de besoin. Et là, si je descends en bas, on a les fichiers ici. Tout ce qui est binaries, compressé pour Linux. C'est ce qu'on a de besoin. Je vais cliquer bouton de droite, copier l'adresse du lien. Et directement sur mon serveur, je vais utiliser la commande. Je vais me créer un dossier. Attendez un petit peu, là, un dossier temporaire. mcodir, on va l'appeler temporaire. Temporaire, oui. Qu'est-ce qui se passe avec mon français? Temporaire. Ah! Bon, j'écris vraiment très mal. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Euh, donc, la commande wget et je vais tout simplement coller le lien et il le télécharge. Donc là, j'ai à l'intérieur le fichier compressé. Donc, on va le décompresser. La commande, c'est tar-xvf. Et ensuite, j'écris le nom du fichier à décompresser et il le décompresse. Et voilà le travail. Donc là, j'ai deux fichiers, share et bin. Mes exécutables sont à l'intérieur du fichier bin. Et je les ai ici. Donc, ce que je veux, c'est le Cardano Node et le Cardano CLI. Là, en ce moment, ils sont juste utilisables à l'intérieur de ce dossier-là. Je vais faire exactement ce que j'aurais fait avec mon node que j'ai construit et je vais les transférer directement. Donc, sudo move le Cardano Node. Je vais le transférer directement dans user local bin pour qu'il soit utilisable globalement à partir de n'importe où dans mon instance. Et voilà. Et je fais la même chose avec le CLI. Hop là. Donc je retourne dans mon fichier mère, mon fichier home. Et là, si je fais cardano-node version, je vais voir que il est là.
Et même chose pour le Cardano CLI. CLI, dash dash version. Et voilà, il est là. Je vais devoir recréer un Ah, autre appel. donc ça nous évite ça nous évite techniquement de faire les builds. Oui, exactement. Sauf que, en contrepartie, vous n'avez pas besoin de faire le build du tout là, quand vous faites ça de cette manière-là. Absolument pas. Vous faites juste télécharger les fichiers exécutables à partir du repository, sauf que ce n'est pas nous qui l'a compilé. Donc, d'une certaine manière éthique, il n'y a aucun moyen que j'ai actuellement de vérifier que ce qui a été compilé, c'est vraiment ce que je veux. Comprenez? Donc, c'est pour ça que c'est toujours mieux de compiler vous-même le code, puisque vous savez ce que vous compilez. Là, dans ce cas-ci, j'ai juste été chercher les fichiers exécutables. Je ne peux que présumer que c'est ce que je veux. Mais bon, Ouais, la donc, source est quand même euh, relativement fiable. fiable. Oui. Donc, pour des raisons de test, on n'a pas vraiment besoin de se casser la tête avec la Non, compilation qui fait ça. non, je sais, mais j'aimais ça le montrer parce que c'est cool. Euh, mais oui, bref. Admettons que les ressources que j'ai utilisées sont pas suffisamment. Ça aurait été beaucoup plus long. Là. Je crois que ça avait ouais, été problématique. OK. Donc là, j'ai le Node, j'ai le CLI. Je vais devoir faire un appel dans 15 minutes. J'ai le Node, j'ai le CLI. On va créer un service pour qu'il fonctionne par lui-même, tout seul. Parce que là, je pourrais le démarrer. Au moment où on se parle, je pourrais le démarrer le node et il commencerait à synchroniser la blockchain que j'aurais choisie. Le prix prod, Preview, SanchoNet, peu importe. Le mainnet. Mais je veux qu'il le fasse par lui-même. Je veux que si je sors de mon instance, je vais savoir qu'il va fonctionner pareil, même si je m'en sers pas. Donc, on va se créer un service Linux. Sorry, je ne sais pas si vous avez déjà reçu la notification sur une fin probable de la réunion dans une dizaine de minutes. Vous voulez que je le refasse ouais, maintenant? Ce serait peut-être une bonne idée. Peut-être que je me trompe, j'avais vu. Est-ce que c'était Olivier? Oui, Oui, Olivier était dans la ouais, hein? zone, je ne sais pas trop. On- on- Boaz, est-ce que On- vous pouvez prendre les liens dans la barre de navigation et les partager? Facilement. Si vous voulez, je peux toujours continuer. Donc là, ce qu'on veut, on va se créer un script pour démarrer le node. Mais avant, mais avant, je vais commencer par enlever mon fichier temporaire. J'en ai plus besoin. Mes exécutables sont là. Oh, le voilà, Olivier. Yep là. Et le voilà. Super. OK. Donc là, maintenant, j'ai le node, j'ai le CLI. Je vais avoir besoin pour créer ma blockchain des fichiers Genesis et du fichier topologie pour démarrer mon node. Parce que le node, par défaut, ne sait pas quelle chaîne je veux construire. Donc, on va aller voir ça. Ici, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre et je vais aller chercher mes environnements ici. Je vais partager le lien dans la vidéo, mais je vais aussi vous l'envoyer directement ici. Si vous voulez en prendre note, ça c'est une référence. Pour les fichiers Genesis, c'est l'endroit à aller, c'est l'endroit que Samuel va le mettre à jour le plus rapidement possible. Parce que souvent les guides tutoriels ne sont pas toujours mis à jour, mais ce lien-là, pour les fichiers Genesis, c'est la référence. La plus efficace, la plus qui se fait mettre à jour le plus rapidement. Donc, on a nos environnements ici. Montrer. Comme vous voyez, on a les références et on a le niveau avancé. La différence entre les deux, c'est que par exemple, les références. Ah, mais non, sont quand même à jour. 9.1.0, c'est la dernière version du Node. Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait construire?
Je sais pas ce qui vous tente. Qu'est-ce qu'on construit? Est-ce qu'on se construit un node SanchoNet? Je pense que ce serait mieux parce que le pre-prod est encore en air à l'ère Babbage. Donc, je voudrais me partir un autre de SanchoNet. Donc, je vais cliquer sur SanchoNet. Et si je descends, j'ai tous mes fichiers ici que j'ai besoin. Mes fichiers Genesis Byron, Shelley, Alonso et Conway pour toutes les aires. Euh, toutes les aires. Donc, ça va dire à mon node un petit peu quelle blockchain je tente de construire. Ainsi que nos configurations, dépendant du type de node. Un node qui n'est pas producteur de blocs ou un node qui est producteur de blocs. La différence entre les deux, je peux vous l'expliquer. Un node qui n'est pas producteur de blocs va avoir le paramètre peer sharing at true. Peer sharing, c'est un petit peu le principe de gossip. C'est que toutes les nodes qui sont connectées à moi, je vais partager ma topologie que je décide de publiciser, si on veut, pour essayer d'informer les autres nodes d'adresses qui peuvent se connecter. Parce que dans une blockchain décentralisée, je me connecte à des nodes qui ont des adresses IP, mais ça ne veut pas forcément dire que toutes les nodes savent avec qui je suis connecté. Donc, je peux faire du marketing si on veut. Je peux dire aux autres nodes, regardez, ça c'est ma liste que j'ai. Vous pouvez tenter de vous connecter à eux aussi. Et partager les connexions d'un node à un autre. Donc, le peer sharing, ça fait un petit peu ça. Ça va dévoiler les adresses IP des relais ou des nodes auxquels vous êtes connecté. Encore là, vous pouvez décider de le faire ou de ne pas le faire. Si vous ne voulez pas le faire, vous pouvez changer cette valeur-là à false, qui dans le cas d'un block producer. Parce que si vous êtes un producteur de blocs, vous ne voulez pas partager vos adresses IP, préférablement. Donc, dans le cas du fichier configuration pour le block producer, on voit que le peer sharing est à false, qui est un des paramètres. Donc, c'est un petit peu pour ça. Ils fournissent les deux parce qu'ils veulent être sûrs que vous ne vous trompez pas. Dans notre cas, on va être un relais pour l'instant. Pour l'instant, on va faire un relais. C'est plus simple. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Je veux me créer un fichier qui va héberger ces fichiers Genesis-là. OK? Donc, ça pourrait être dans mon fichier source. Je préfère toujours. Cardano source. Oh, non, on l'avait appelé Sancho source. Et je vais... moi, est-ce qu'on le met là? Je pourrais le mettre là, tout simplement. Donc, je vais me créer un dossier. On va l'appeler... ben là, on construit SanchoNet. Je vais l'appeler SanchoNet. Voilà. Et à l'intérieur de ce fichier-là, je vais rentrer. Ce qu'on va faire, c'est on va tout simplement télécharger les fichiers Genesis, donc un après l'autre. Je vais copier l'adresse du lien et je vais tout simplement faire wget et coller l'adresse du lien. Et il va le télécharger. Une autre méthode, ceux qui sont à l'aise, on peut utiliser curl, qui est une autre méthode. Donc, ça fait un petit peu du pareil au même. Oh, c'est lequel j'ai pris, là? C'est Byron. Ouais, j'ai pris Byron. Donc, pour Shelley, je vais copier l'adresse du lien. Et si je veux utiliser la commande curl, c'est curl-s-l. Non, c'est pas ça du tout. C'est -o-j. Et je vais tout simplement coller comme ça. Et il va utiliser curl pour télécharger une autre méthode. wget, c'est un petit peu la méthode paresseuse. Moi, j'aime bien être paresseux. Donc, l'un après l'autre, vous allez aller chercher tous les fichiers Genesis, incluant le Conway Genesis. wget, on colle. Et si on fait un petit peu le ménage, vous voyez que j'ai les 4 fichiers Genesis. On va aussi avoir besoin du fichier configuration que je vous ai parlé. Donc, on copie l'adresse encore et on va wget la coller. À l'intérieur du fichier config, si je rentre avec Vim ou Nano, je vais aller voir ce qu'il y a dedans. C'est ce que je vous ai montré. Donc, on a ici tous les fichiers références pour chaque aire ainsi que le hash
de ce fichier-là. Donc, si je change quelque chose à l'intérieur du fichier, mon node ne voudra pas le runner parce que ça va automatiquement changer le hash. Donc, si vous faites des modifications, vous ne devriez pas avoir en réalité à faire des modifications dans vos fichiers de Genesis. Mais si ça devenait le cas, il faut aussi s'assurer que le hash est modifié. Souvent, ce qui peut arriver, c'est que, surtout dans le cas du fichier de Genesis de Conway, il a changé quelques fois, sans forcément faire de respawn. Donc, lorsque vous changez ce fichier de Genesis-là, souvent, vous allez devoir aller respécifier le bon hash dans votre fichier configuration. Mais je ne vais pas aller trop là-dedans. La plupart du temps, vous pouvez juste le télécharger directement de là, puis il n'y aura pas de problème. S'il y a quelque chose, vous pouvez toujours me contacter, je vais vous donner un coup de main. Donc, je sors de là. Qu'est-ce qu'on a? On a les 4 fichiers Genesis, on a le fichier configuration, on va aller chercher la topologie. Et la topologie, c'est bien intéressant ce fichier-là. Parce que ça vaut la peine qu'on l'explique un peu. La topologie, c'est le fichier qui va déterminer et dire à votre node à qui je me connecte. Parce qu'il faut vous lui dites, là, lui, il ne peut pas deviner, bon, ok, je me connecte à quoi? C'est dans un système décentralisé qui fonctionne en peer-to-peer. Donc, le fichier topologie. En ce moment, qu'est-ce qu'on a? Notre node va se connecter directement au domaine d'IOG. Il va construire la chaîne du SanchoNet à partir du node d'IOG, qui est un bootstrap peer. Un bootstrap peer, ce que ça fait, c'est que si vous avez une blockchain, vous êtes en mesure de déterminer, bon, mettons, vous êtes en train de construire la blockchain, mais aujourd'hui, on est rendu là. Mais vous n'avez pas fini de construire votre blockchain. Elle n'est pas encore en date d'aujourd'hui. Elle n'est pas synchronisée. Bien, ce que votre node va faire, c'est qu'il va être en mesure de savoir le numéro de slot étant des secondes, le numéro de slot en date d'aujourd'hui qu'on est rendu. Et si la différence entre où ce que votre node est rendu et l'endroit où ce qu'on est aujourd'hui est trop grande, il va aller chercher son information aux adresses spécifiées dans le Bootstrap Peer, même si vous avez d'autres adresses dans les public routes et dans les local routes. Mais dans les local routes, ça va s'appliquer seulement si la variable trustable est à false. Là, c'est compliqué. Je pourrais peut-être envoyer les règles par rapport au peer-to-peer. Ça sera peut-être. Mais c'est pas expliqué en français. Bref. Bootstrap Peer, c'est un petit peu les paires, les adresses ou les relais que votre node va se fier en cas d'incident. S'il se passe de quoi, vous avez une panne d'électricité, et là, votre node n'est plus synchronisé avec la blockchain parce que vous avez une panne d'électricité. Et là, ça dure. Là. Ça fait une semaine que vous êtes en panne d'électricité. Ça fait une semaine que votre node, il ne sait plus ce qui se passe. Et là, soudainement, ça revient. Et là, vous êtes vraiment en retard sur la blockchain. Donc, ce que votre node, par défaut, va faire pour aller rattraper la blockchain, c'est qu'il va se fier à vos bootstrap peers. Parce que c'est absolument des adresses qui fait confiance. Encore là, pour un relais, c'est fantastique d'avoir ça. Mais pour un producteur de blocs, je ne le ferai pas. Je ne me connecte même pas à IOG. Pour un producteur de blocs, vous devriez vous fier à vos relais qui vous appartiennent. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Votre producteur de blocs ne doit pas être exposé. Encore moins à des nodes IOG. Et si c'est le cas de vos relais, donc dans ces cas-là, les relais vont copier les nodes producers. Ou bien on peut même passer par là. Oui, c'est ça qui est toute la beauté de la chose, c'est qu'à partir de votre fichier topologie, vous pouvez mettre les règles que vous voulez. Si vous ne voulez pas, là, moi, mettons là, ici, là, c'est un excellent exemple, ça. Je ne veux pas construire mon node à partir d'IOG. Je veux pas. C'est mon. Bon, ok, bon, c'est sûr que producteur de blocs, c'est toute une autre session, mais j'ai un relais. Puis mon relais, ben bon, je sais pas, moi je déteste IOG, là, par exemple.
j'ai pas d'exemple à donner intelligent, mais j'aime pas IOG. Moi, j'aime pas ça. Je veux construire mon node à partir du relais de AblePool ou de Goma ou peu importe. Mais bon, moi j'en ai un sur le testnet, fait que je pour ça que t'es bien. Testnet.able-pool.io. Moi je veux que ce soit ça, mon Bootstrap Peer. Là, c'est une bonne colle par contre. Je me souviens plus du numéro de port. Lequel j'ai utilisé. Donc, numéro de port 6004. Oups. 6004. Donc moi je veux construire ma blockchain avec ça. Numéro de port 6004. Je veux que ce soit mon Bootstrap Peer. J'aurais pu le mettre dans local aussi. Ça se fait très bien. Je peux le mettre dans local. Donc tout simplement, je vais le faire. On va le faire 2 fois, pourquoi pas. À l'intérieur de mon array, ici, ce que je peux faire, c'est que je peux tout simplement ouvrir des brackets et je vais spécifier adresse comme cela et réinscrire. Je suis paresseux. Voilà. On fait une virgule. Ensuite, un autre field qui est le numéro de port. Et je vais inscrire 6004. Comme ça. Et on n'oublie pas de fermer les brackets. Très important. Je m'en suis fait un local root. Est-ce que je lui fais confiance à ce node-là? Ben oui, c'est le mien. C'est mon relais. Donc, je pourrais utiliser true. Et lorsque je change ça pour true, ben, peu importe qu'il soit ici ou là, si mon node est beaucoup trop en retard par rapport aux autres, il va quand même tenter de s'y connecter. Donc, si je voudrais, je pourrais tout simplement enlever ça ici. Et voilà. Pourquoi c'est là? Parce que ça se pourrait que vous ayez envie de vous connecter de manière locale. Local root, les connexions qui sont là, votre node va absolument essayer de les maintenir. OK? Peu importe ce qui arrive. Public ici, c'est différent. Il y a d'autres règles. Mais tout ce qui est dans local root, votre node va essayer de les garder hot. Il va essayer de les garder actives. Donc, vous pouvez avoir envie de vous connecter. Comme moi, exemple, je peux avoir envie ici de dire, regarde, j'aime le Goma Pool. C'est un bon pool, c'est des bons gars. Je veux me connecter puis je veux garder une connexion active à Goma Pool. Mais, le node ne m'appartient pas. Donc, Trustable, je vais écrire false. Je vais écrire false. Parce que je ne suis pas propriétaire de ce relais-là. C'est juste tout à fait normal, mais je veux garder une connexion active. Donc, je vais mettre ça à false et je peux avoir un local root qui est connecté au relais de Goma. Mais, malgré tout, j'ai un Bootstrap Peer qui pourrait être mon relais à moi. Donc, c'est plusieurs options qui sont disponibles. Je vais enlever la virgule parce que là, je n'ai pas. Mais, donc, ça, c'est pour les local roots. Et le valency est le nombre de connexions actives que vous voulez avoir. Dans le cas présent, j'ai juste une seule adresse, mais je pourrais en mettre plusieurs. Là. Et bon, dépendant du nombre d'adresses que vous mettez, il faut que vous ajustiez ce chiffre-là au nombre d'adresses. Si vous en avez 5, vous voudriez préférablement avoir un valency de 5 pour avoir 5 connexions actives. Advertise. Ça aussi, c'est très intéressant. Votre connexion active que j'ai là, est-ce que je veux la publiciser? Dans le cas de mon relais, ça c'est un relais. Je peux vouloir le faire. Est-ce que j'y fais confiance? Oui, c'est mon relais. Est-ce que je veux le vendre sur la blockchain? Oui, je pourrais. Je pourrais aussi le vendre. Mais c'est là la chose. C'est que si ce node-là que je construis, c'est un relais, et que je m'y connecte de façon active localement ici, et que l'adresse que j'ai ici, c'est mon producteur de blocs,
Ben là, je voudrais pas mettre ça ici à true. Là. Je voudrais pas parce que si je mets advertise à true et que je suis connecté à mon producteur de bloc, je vais dévoiler au reste de la blockchain l'adresse IP de mon bloc producer. Et ça, c'est mal. C'est très mal. Vous voulez pas faire ça. Votre producteur de bloc doit être isolé, doit être uniquement connecté à vos relais, uniquement à vos relais. Il ne doit pas d'être exposé parce que, bon, les dangers, tout simplement, de vous faire compromettre vos clés évolutives, vos clés de vérification. Il y a beaucoup de choses assez néfastes là, qui peuvent arriver. Là. Vos clés froides, ils vivent pas. Vos clés froides ne vivent pas normalement si vous faites bien ça. Ils ne vivent pas sur votre node ni sur votre block producer. Mais qu'est-ce qui vit sur votre block producer? Vous avez vos clés KeyS de signature, vous avez vos clés de signature de vérification et vous avez votre certificat. Est-ce que je rentre là-dedans? Non, je ne rentrerai pas là-dedans. Ah, ça ne vous dérange pas, je vais rester du côté gouvernance, mais il faudrait peut-être qu'on ait un sujet complet juste pour le producteur de bloc. Je crois que ça serait plus intelligent de faire ça comme ça. On fait ça comme ça, on va rester au niveau de la gouvernance, qui est un autre sujet. Mais on pourrait parler de la création d'un stake pool à un certain niveau. Mais j'aimerais ça rester dans la gouvernance pour l'instant, si ça ne vous dérange pas. Est-ce que ça vous va? Ouais, ça va. Ben, je voulais juste poser une question. Oui. Et je me rappelle, je suivais la série des vidéos sur des IoT, la série là qui parle d'Inode, quoi. Il y a une très très bonne série, elle est en anglais. Oui, Et avec Carlos. je me demandais, ouais, avec Carlos, effectivement. Et je me demandais, est-ce que la communauté francophone serait intéressée à voir ce genre de contenu, un truc structuré comme ça, mais en français? Parce que ça manque un peu. Les gens, ils se débrouillent un peu, par exemple, pour les cas des stake pools. Normalement, bon, un type francophone qui voudrait lancer un stake pool, il va aller se casser la tête un peu avec l'anglais. Oui, C'est pas effectivement. trop. Oui, ce serait une bonne chose à faire, effectivement. Je pourrais faire ça, c'est juste le temps. Mais oui, je pourrais mettre ça dans la liste de choses à faire. C'est sûr que je trouve ça plus simple de faire des workshops et de l'expliquer, mais effectivement, d'avoir quelque chose de structuré, ce serait l'idéal. Mais pour ça, il faudrait que je crée un guidebook. Je crois de mémoire, c'est un guidebook. Ouais, un guidebook avec Ouais, chacune des étapes l'une après l'autre, traduite en français, ça se fait très bien. Puis même, ouais. je pourrais directement communiquer avec Carlos puis dire peux-tu mettre un onglet français en haut? Je traduis toutes tes vidéos. Puis on met mes vidéos au lieu des tiennes, mais je fais juste littéralement chacune des vidéos qu'il a faites, je fais la même chose en français. Et je Mm. traduis son tutoriel au complet en français, ça peut se faire sans problème, oui. Euh, mais pour l'instant, j'ai pas le temps. Mais je peux Ça, mettre ça dans les choses. peut-être, bon, disons que la question du temps sera toujours permanente. Parce que même après une année de comité constitutionnel intérimaire, M. Mike aura forcément déjà trouvé une nouvelle passion pour s'occuper. Non, mais c'est pas forcément. Non, le pire, c'est que c'est pas forcément ça. C'est que là, j'ai à peu près 3 infographies en backlog. Il faut que je complète celui sur les guardrail scripts. J'ai aussi les 3 autres groupes des paramètres du protocole à couvrir. Comme le premier gros que vous avez vu, là, il m'en reste 3 à faire. Ben, que je voulais vraiment faire, là. Et je crois que pour la communauté, ce serait mieux que je fasse ça. Plutôt que. Tu sais, j'essaie d'y aller en priorité un petit peu des choses. Parce que là, on s'apprête à avoir une gouvernance avec des DREP, mais des DREP qui connaissent pas ou qui connaissent très peu les paramètres du protocole. Puis pour les bienfaits ou le meilleur de notre blockchain, je crois que c'est toujours mieux pour l'instant de s'assurer que toutes les DREP savent sur quoi ils vont voter ou un petit peu connaissent l'impact d'une modification, d'une valeur en particulier d'un paramètre du protocole. Exemple, Treasury Expansion ou tous ces paramètres-là. C'est important de les connaître. Ça, c'est Ouais. ma grosse priorité là, en ce moment. Bon, incluant Parce le. qu'effectivement, effectivement, j'avais toujours cette question-là. Parce que quand on parle des paramètres du protocole, ça ramène un peu un sujet un peu technique, hein.
Et la plupart des gens qui sont direct ou qui essaieront d'aller fitir n'ont pas Ouais. peut-être ce niveau de technicité là. Je sais pas trop comment on va faire pour que tout le monde Ah, je vais le arrive à simplifier. comprendre un peu. Je vais le simplifier. Parce que, Je sais comment. J'ai une bonne idée de comment je vais simplifier ça puis l'expliquer dans une infographie qui devrait être claire. Je crois que ça va beaucoup hum, aider plutôt que d'avoir un texte avec un document mhm. qui est peut-être pas forcément évident. Là. On va dire, la documentation, elle explique pas bien c'est quoi un treasury cut puis comment le fonctionnement du paramètre. On n'a Ouais, pas vraiment d'informations. ouais, parce que je me rappelle lorsqu'on a organisé les workshops sur le CIP, euh, 1694, c'était un peu bizarre parce qu'en fait, les gens, ils prenaient, par exemple, le changement des paramètres, bon, n'importe quel changement de paramètre égal à même valeur que, par exemple, un hard fork. Et moi, personnellement, j'étais un peu choqué, quoi, parce que je me dis, les hard forks, par rapport aux autres changements de paramètres des protocoles, c'est pas vraiment dans la même catégorie. C'est quand même quelque chose d'un peu, C'est différent. euh, ouais, ouais, un peu différent, quoi. Oui, effectivement. Mm, Écoute, encore là, tu sais, les 7 actions de gouvernance à la base, là, c'était juste un document, c'était un document écrit, là. Il y avait un petit tableau cheap. Mais là, c'est ça, là, j'ai construit quelque chose de linéaire. Pour essayer Mais je crois que c'est important, là, ma priorité pour l'instant, c'est ça. C'est de simplifier tout ce qui est, toutes ces complexités-là. Puis les guardrail scripts, c'est un script Plutus. Mais c'est pas la même chose que les paramètres du protocole. Mais dans les deux cas, on a des valeurs, puis souvent qui va parler d'un paramètre du protocole en particulier. C'est juste qu'il y en a un que c'est les garde-fous, puis il y a l'autre que c'est la valeur du paramètre du protocole lui-même. Mais souvent, les gens vont juste confondre les deux parce que c'est un document écrit, on ne sait pas, je veux dire, on le lit, on essaie de comprendre du mieux qu'on peut, mais on n'a pas d'image mentale de ce que ça fait. Donc, c'est ma priorité. Mais une fois que ça sera fait, je pourrais peut-être me pencher sur un vrai tutoriel bien construit. Probablement que je communiquerais directement avec Carlos, puis d'y exposer mon idée. Je suis sûr qu'il serait très enclin à me donner un coup de main là-dessus, ou même carrément l'inclure peut-être dans son guidebook. Avec un petit onglet, on aurait anglais, on aurait français. Et ce serait exactement le même guide, mais dans une langue différente, expliqué avec des vidéos en français. Donc, je mets ça dans la liste de choses à faire. Je vais continuer pour la topologie, sinon on n'aura jamais de node. Euh, Donc, c'est ça. Je me suis rajouté un root peer ici, qui est mon relais à moi. Donc, est-ce que je fais confiance? Oui. Connexion active 1. Public root. Ça, c'est le fun. Les public root. Donc, tous les relais que vous allez mettre ici, toutes les adresses ou adresses IP des relais que vous allez mettre ici vont être ceux sur lesquels votre node va se fier, en plus de ce que vous avez mis en haut, ici. Ce sont ceux que votre node va se fier si et seulement si la chaîne que vous avez est synchronisée à un lot number précédent de celui-ci. Donc, si je commence à construire ma chaîne, je suis rendu au slot number 20 000. Ben là, on voit que 20 000 est en dessous de ce chiffre-là. Donc, automatiquement, il va essayer de se connecter au relais que vous allez avoir mis ici, tant ce longtemps qu'il va être en dessous de ce chiffre-là. Et lorsqu'il dépassera ce chiffre-là, ce que votre node va faire, c'est qu'il va vérifier le ledger. Donc, il va vérifier dans la blockchain toutes les adresses qui sont soit enregistrées à l'intérieur d'un certificat de stake pool, parce que dans un certificat de stake pool, vous pouvez mettre vos adresses de relais publics afin que les gens puissent s'y connecter, afin que vous ayez des connexions entrantes. Donc, ça, vous êtes en mesure, votre node est en mesure de le voir. Donc, il va vérifier ici toutes les adresses des stake pools publics
qui sont inscrits dans la ledger, dans la blockchain, ainsi que les nodes auxquels je suis déjà connecté qui ont le paramètre peer sharing d'activer. Donc, je me fais partager des adresses IP par les relais auxquels je suis connecté. Le meilleur exemple ici, j'ai Sancho Net Able Pool. C'est un relais. Ce relais-là est connecté à d'autres relais et il a le paramètre peer sharing activé. Donc, dès que je vais dépasser ça, il vérifie le ledger, il vérifie les certificats de stake pool, les adresses qui sont enregistrées là, et il va aussi assimiler les adresses que je partage avec mon autre relais. Et il va tenter de s'y connecter pour construire le reste de la blockchain à partir de ce numéro-là de slot. C'est complexe. Est-ce que c'est dur à assimiler? C'est un petit peu comme une ligne de temps. Je vais essayer de simplifier au maximum. Ligne de temps. Texte. Ici. Donc, lorsqu'on dit à notre node, si on dit ici, à partir d'ici, va regarder la ledger et va me trouver les adresses IP des stake pool operators, les adresses de relais qu'ils ont mis dans leur certificat et aussi, puisque je suis connecté, on va dire ça c'est mon relais SanchoNet, je suis également connecté à SanchoNet, donc je reçois les blocs de ce relais-là et lui aussi va me partager les adresses IP auxquelles lui est connecté. Puisque sur ce relais-là, j'ai activé le advertising. Donc, j'advertise les adresses auxquelles je suis connecté. Certaines adresses. Je ne les ai pas toutes par cœur, mais je sais que je le fais. Donc voilà, c'est un petit peu ça que ça fait le bootstrapping. Ce que ça veut dire, c'est que lorsque votre blockchain est synchronisée, vous n'avez plus besoin d'IOG, vous n'avez plus besoin de personne. Vous pouvez directement vous connecter à des adresses IP en vérifiant la blockchain elle-même, ce qui est vraiment fantastique. Et c'est ça qu'on va faire. Donc, au début, tant que je n'aurai pas atteint ce chiffre-là, je vais construire ma blockchain à partir de mon relais. Et lorsque ce chiffre-là va être atteint, je l'ai noté ailleurs, on va vérifier, vous allez voir, là, il va y avoir beaucoup plus de connexions rentrantes. Mais au début, je vais en avoir une connexion, et puis là, je vais prendre la blockchain, et lorsqu'on atteint ce slot number-là, je vais avoir tout plein d'autres connexions. OK. Est-ce que c'était compréhensible? Ah, oui, pour moi, ça passe. Raisonnablement, on pourra en reparler lorsque ça... C'est toujours plus facile lorsque ça se produit et qu'on le voit. OK. Donc, est-ce que j'ai tout? OK, j'ai tous mes fichiers de Genesis. Parfait. Là, on va construire le l'exécutable pour démarrer mon node. Et là, je vais aller le voler. Je vais aller le voler à Carlos. Je vais aller le voler directement dans son Gitbook. C'est je crois que c'était ici. Parce que je veux en faire un service Linux. C'était dans Creating Stake Pool, Running the Node. On l'a ici. Pour le relais. Je vais me servir de... Excusez-moi. Je vais me servir de son template. Donc, je vais me créer un fichier. Je vais l'appeler startnode.sh. Et à l'intérieur de ce fichier-là, je vais coller le gabarit. Qu'est-ce que ça fait? Ça crée 6 variables. La variable topologie, la variable config. Et qu'est-ce qu'on a à côté de la variable? Je dois spécifier le chemin vers mon fichier topologie que je viens juste de télécharger.
Donc, on va faire ça. Mon fichier topologie est à l'intérieur. Oups, pas le bon. Résultat de à l'intérieur de mon fichier home. Dans Sancho source. Je l'avais appelé SanchoNet, hein? SanchoNet. Donc voilà, dans Sancho source, SanchoNet, mon fichier topologie est là. Le fichier configuration, même chose. C'est exactement pareil, à vrai dire. Je l'ai mis à l'intérieur de... Home, c'est une variable. Bon, c'est une variable qui représente votre fichier home. Dans le fond, c'est comme un petit peu le point de départ. Là. À l'intérieur de Sancho Source, c'est là que je l'ai mis. SanchoNet. SanchoNet. Pour mon fichier configuration, mon fichier database, je ne l'ai toujours pas créé. Je pourrais vouloir le mettre à la même place. Donc voilà. Home, toujours. On va le mettre dans Sancho Source. Pourquoi pas. C'est libre à vous. Où est-ce que vous voulez le mettre? Si vous voulez une structure particulière, ça vous appartient. Moi, je vais juste le pitcher dans Sancho Source. Le node.socket. Où est-ce que je pourrais le mettre? J'aime bien tout mettre, réunir au même endroit, là, dans un fichier source. Comme ça, c'est un petit peu plus ordonné. Donc, Sancho Source. Et je vais appeler ça socket. Comme ça. Tout simplement. Host adresse, c'est les adresses que vous allez écouter. Je vais écouter toutes les adresses. Donc, par défaut, 0000. Le numéro de port utilisé. Aujourd'hui, j'ai le goût de prendre 6007. Ça va être 6007 le port que je vais utiliser. Donc, si les gens veulent se connecter à mon node, ils devront se connecter à mon adresse IP ou mon adresse de domaine qui va rediriger à mon adresse IP, selon vos choix. Et ils devront se connecter à partir du port 6007. Bien sûr, je devrais permettre la connexion, donc jouer un petit peu dans le mur de feu si cela est nécessaire. Dans notre cas, pour la gouvernance, j'ouvrirai pas de porte. Parce que tout ce qu'on fait, c'est on envoie des transactions dans le memory pool et je n'ai pas de besoin d'exposer ce relais. Donc, je ne le ferai pas parce que je ne veux pas. On n'a pas de besoin en réalité. Donc voilà. 6007. C'est tout ce que j'ai de besoin. On va sauvegarder le fichier. Et là, le fichier n'est pas exécutable. Je dois le rendre exécutable. On va changer permission. Sudo change moderation. On va... je vais le rendre exécutable juste pour moi, mettons. 700. Startnode.sh. Donc, si vous voyez ici, mon fichier est readable, writable, executable pour moi seulement. Mon utilisateur qui est Mike Ornan. Je pourrais le rendre exécutable pour d'autres utilisateurs si j'ai d'autres gens sur mon serveur, par exemple. Mais dans notre cas, c'est pas le cas. OK. Donc là, j'ai mon fichier pour démarrer le node. Je pourrais le démarrer. Je pourrais l'exécuter de là. Pourquoi pas? Start node. Et voilà. Oups, une erreur. Qu'est-ce que j'ai oublié? Critical, no such file or directory. Oh oh. Ah, ben oui! J'ai pas créé mes fichiers. Je vais aller dans Sancho Source et je vais créer mon fichier directory database. Cannot create DB. File exist. Ah, ok. Ah, c'est mon fichier socket. Make directory socket. Ben, j'ai spécifié que j'allais mettre ça dans un fichier socket, mais le fichier n'existe pas. Donc, c'est important de le créer. OK, je vais essayer de redémarrer mon node manuellement. Donc là, je le pars. Et là, vous voyez, ça fonctionne. Je suis en train de construire ma blockchain. On voit les types ici. Chain extended, chain extended. Je construis ma blockchain de SanchoNet. Sauf que là, j'ai un problème.
Mon problème, il est simple, c'est que là, pendant que ça fait ça, je ne peux pas rien faire d'autre. Et si jamais je quitte mon instance, mon node s'arrête. Puisque là, je suis en foreground. Là. Fait que je veux créer un service. Je vais créer un service qui va fonctionner constamment. Donc, je vais créer un Linux service pour éviter que j'aie besoin de toujours laisser ma session ouverte comme ça indéfiniment. Je ne veux pas. Donc, je vais fermer ça. Je vais shutter down le node et je vais me créer un service. Donc, je vais aller dans l'endroit où on met ça. CD, etc, dans le fichier etc, systemd, système. Et à l'intérieur de ça, je vais me créer à l'aide d'un exécutant, un éditeur de texte. J'aime bien Vim, vous pouvez Nano, mais je suis habitué avec Vim. Sudo Vim, et je vais l'appeler Sancho node.service. Voilà. Hop là. Fichier flambant neuf, fichier root. Je vais coller, encore une fois, on a un beau petit gabarit ici, et je vais le coller. Bon, tout simplement, ça l'indique ici. C'est un service qui va exécuter mon fichier startnode.sh que je viens tout juste de créer. Donc, il va le faire sous forme de service. Mon working directory ici, je dois spécifier le nom d'utilisateur qui est Mike Ornan. Pour qu'il soit à l'intérieur de Home, Mike Ornan, c'est mon directory dans lequel je vais travailler. L'utilisateur qui va runner le service, toujours Mike Ornan. Si vous pouvez vous créer un utilisateur qui va runner le service à votre place aussi, c'est tout à fait à votre discrétion. Et ici, le chemin vers mon script, c'est pas le bon, c'est écrit Home CRL. C'est pas ça, c'est dans mon cas, c'est Home Mike Ornan. Et là, il va aller chercher le fichier exécutable et le runner. Bon, avec des kill signals, ça c'est les signals si je veux tuer le processus. Et le log identifier qui va être l'identifiant pour mes logs. Pour mes logs par rapport au node. Donc voilà, c'est fait. Je peux sortir. Et là, je vais faire un sudo systemctl daemon reload. Puisque là, j'ai changé quelque chose dans les fichiers services, je me dois de faire ça pour qu'il les relise à nouveau. Et c'est tout. Si je veux que mon service parte automatiquement à chaque démarrage, parce que là, ce n'est pas le cas. Si j'ai une panne d'électricité et le courant revient et mon ordinateur s'ouvre tout seul, il ne repartira pas le service par lui-même. Je dois lui dire de le faire. Donc, je vais faire sudo systemctl enable. Et là, je vais donner le nom de mon service qui est Sancho Node Service. Et là, si je fais ça, à chaque démarrage, il va automatiquement partir mon node. Mais là, il ne le part pas. Là. Il n'est toujours pas parti. Je vais vérifier si je fais sudo systemctl. Je veux le status de mon Sancho Node Service. Et là, on voit qu'il est loaded, mais qu'il est inactif. Il n'est pas en train de fonctionner. Là, j'ai deux choix. Là, je l'ai activé. Si je redémarre mon instance, il va redémarrer le node de lui-même. Ou je peux tout simplement le faire manuellement. Dans ce cas-ci, sudo systemctl. On va démarrer, start, le Sancho Node Service. Je paye sur Enter. Il a démarré. Est-ce qu'il a démarré? Je vais retourner dans mon fichier mère. Est-ce qu'il a démarré? Je ne le sais pas. Je vais devoir checker les logs. Donc, je vais faire un journal CTL-U pour unit. Qu'est-ce que je veux vérifier? Je ne veux pas qu'il me montre toutes les logs du serveur au complet. Je veux seulement ceux du node. Et le nom de mon service, c'est sanchonode.service. OK, donc, je veux voir les logs de sanchonode.service. Mais je ne veux pas les voir depuis le début. Je veux les voir en temps réel. Donc, -F, follow. Je vais les voir en temps réel. Et là, je le vois.
construire ma blockchain de SanchoNet. Chain extended, chain extended, chain extended. Un nouveau bloc, un nouveau bloc, un nouveau bloc, un nouveau bloc. Là, il se synchronise. Il se synchronise avec la blockchain. OK, ça c'est cool. C'est cool tout ça. Mais je veux une façon plus facile de le voir. Je vais aller chercher un petit outil qui est bien le fun pour monitoriser tout ça. Je vais sortir, CTRL-C. Mon service fonctionne toujours en background. Donc, je peux rentrer les commandes que je veux. Je sais que mon node est actif. Il est en train de se synchroniser. Mais là, je veux un petit outil pour monitoriser. Je vais me créer un dossier. Je vais l'appeler GLiveView. On va aller chercher GLiveView. Donc, je rentre à l'intérieur de mon nouveau dossier. Et là, ici, sur un moteur de recherche quelconque, je vais écrire Cardano opérateur guild. Parce que c'est un outil, je crois que c'est un outil de Kios. Donc ici on le voit, cardano-community.github.io. On clique là-dessus. Et je vais aller directement ici. On pourrait suivre le tutoriel, mais je ne casserai pas la tête. Je veux juste le GLiveView. On va aller dans le lien de GitHub. Et je vais aller dans Script, Cnode Helper. Et je vais aller chercher directement le GLiveView. Leur script. C'est un bash script qui est là, en entier. Et je vais tout simplement aller dans raw, qui est le fichier raw. Et je vais copier le lien. Et tout simplement ici, faire encore une fois wget et coller le lien. J'ai GLiveView. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque mon fichier environnement. Donc on revient. Et je vais aller chercher mon fichier env, mon fichier environnement. Dans raw toujours, on copie, wget et on colle. Et c'est tout. J'ai mes deux fichiers. Donc important, je vais rendre le fichier GLiveView exécutable, sudo change mode. On va le rendre exécutable. Oups. J'ai des mauvais boutons. Sudo change mode 700. Donc, le nom du fichier qui est gliveview.sh. Et là, c'est exécutable. Mais là, je dois modifier mes fichiers environnement et donner la localisation de plusieurs fichiers. Donc ici, je dois spécifier l'endroit où est mon exécutable de Cardano Node. Donc, je l'ai mis dans user local bin. Ainsi que mon fichier ici exécutable du Cardano CLI, qui est dans toujours user local bin. On enlève le petit astérix pour qu'il soit considéré. Cnode Home, l'endroit où il y a mon working directory. Dans mon cas, c'est home, comme ça. Et on va dire Sancho source. C'est mon fichier home. Le port de mon node, c'était 6007 de mémoire. On enlève le hashtag. Mes fichiers configuration sont à l'intérieur de Cnode Home. Cnode Home qui est ici, le chemin là. Donc, je suis dans Sancho Source. À partir de Cnode Home, je vais aller dans SanchoNet, qui est l'endroit où j'ai mon fichier configuration. Mon fichier socket. J'avais pas mis de S. Mon fichier socket est à l'intérieur du socket, dans toujours Sancho Source. Ma topologie. Mon fichier topologie est dans le fichier source SanchoNet. Fichier log, j'en veux pas. Database directory, on fait juste effacer le hashtag. C'est exactement là qui est dans Sancho Source Database. Est-ce qu'on vérifie les mises à jour? Non, je ne veux pas. Et je ne veux pas utiliser EKG. Je vais utiliser Prometheus.
Donc, les prom posts ici. Que le timeout. On descend encore. Enable Kiosk, non. Je veux vérifier localement ma blockchain. Donc, on fait non. Et on descend pour finalement écrire ici. Strict version check. On va remplacer le oui par un non et on enlève le hashtag. Voilà. Parce que ma version est beaucoup trop récente et ça va créer des problèmes si je ne le fais pas. Donc, j'ai tout ce qu'il faut. En théorie, je fais // et je run GLiveView et il va monitoriser mon node. C'est pas merveilleux? Là, on a toutes les belles informations qu'on a de besoin. Regardez ça. On a Ça, le numéro d'époque. Il est en train de se c'est synchroniser. Oh, excusez-moi, vraiment oui. extraordinaire. Il est en train de C'est se magnifique. synchroniser. Vous voyez, là, il est synchronisé à 9,8%. C'est pour ça que ça va vite de même. Là. On passe d'une époque à une autre parce qu'il est en train de télécharger. Il est en train de construire sa blockchain. C'est pour ça que c'est très rapide, mais lorsqu'on va avoir atteint l'époque d'aujourd'hui qui est 400 quelque chose, là, il va s'arrêter. Ici, ça va être écrit 100% et on va voir le numéro de type où ce qu'on est rendu. Donc là, c'est ce qui va se terminer aujourd'hui, malheureusement, parce que je ne peux pas me créer de portefeuille pour l'instant. Ma blockchain n'est pas synchronisée. Je ne peux pas communiquer avec, je ne peux pas y envoyer des demandes, je ne peux pas soumettre des transactions, je ne suis pas à jour. Un petit peu comme un Daedalus. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Daedalus, je ne peux pas faire de transaction tant que Daedalus n'est pas synchronisé. C'est le même principe. Vous avez la blockchain localement dans votre système. Et là, c'est ça. Il est en train de la construire. À partir, vous voyez ici, une seule connexion. À partir de mon node. Parce que... est-ce que j'ai encore l'image? Oui, je l'ai ici. Vous voyez ici, je sais qu'on voit peut-être pas le chiffre. Vous voyez ici, là, ça, là? C'est le numéro de slot qu'on voit ici, à partir duquel je vais tenter de me connecter à d'autres nodes. Mais là, le chiffre qu'on a ici, c'est 33 millions. Et là, je suis à 4 millions. Donc, je ne suis pas encore là. Je suis à peu près 30 millions en arrière. Là. Donc, tant et aussi longtemps que ici, le numéro de slot auquel je vais être rendu ne sera pas 33 millions, il va uniquement prendre la blockchain à partir du relais que je lui ai spécifié, qui est sanchonet. sanchotestnet.ablepool.io, qui est mon relais. Ou par défaut, si vous gardez, ça va être celui d'IOG, mais celui d'IOG, des fois ça va vite, des fois ça va moins vite, ça dépend du nombre de gens qui construisent leur blockchain à partir du même de la même adresse. Donc c'est pour ça que je passe par mon relais un petit peu là. Et là on voit tout, là, on a beaucoup d'autres informations. Si on paye sur V, on a ça en verbose, donc on voit le CPU utilisé, je suis pas mal au maximum. Donc mes deux petits threads là, ils travaillent fort. Ils travaillent fort pour tirer la blockchain, mais lorsque la blockchain va être complètement synchronisée, ça va retomber à 2-3%. Il va pouvoir se calmer, se reposer un peu de son travail, de son dur labeur, si je peux dire ça comme ça. Excusez, on le voyait mal. Donc voilà, une fois que ce sera fait, je vais pouvoir envoyer des transactions dans la blockchain pour me créer un portefeuille, puis on va commencer à jouer avec le Cardano Command Line Interface. Là, il va y avoir des belles choses qu'on va pouvoir faire. Là, on va jouer avec le gros graphique. Puis je vais tout vous expliquer comment chaque commande fonctionne, comment les interpréter, qu'est-ce qui est obligatoire et qu'est-ce qui est optionnel dans les options de chacune des commandes. C'est un autre monde qui s'ouvre à nous. Ouais. Et ça, c'est pour la semaine prochaine. Oui. Parce que là, malheureusement, même physiquement, je ne peux pas rien faire tant que c'est pas synchronisé. Là. Et de mémoire, je crois que ça devrait prendre environ, là, avec l'instance que j'ai là, c'est limité. Là. J'ai 2 threads encore là. Je crois que ça va peut-être prendre un autre 45 minutes, proche d'une heure. Là.
Ouais. Je crois qu'on est rendu à l'époque 400 quelque chose, et là, ça synchronise quand même très vite. C'est une époque où, j'ai le goût de dire à peu près, on passe une époque aux 20 secondes, là, mais c'est fois 400 époques. Bref, ça synchronise. Mais c'est cool, on a vu comment se créer un service qui fonctionne automatiquement. Si je quitte mon Ouais. instance, ça va continuer quand même à synchroniser. Donc la prochaine fois que je vais me reconnecter, ma blockchain va être synchronisée en temps réel. Tous mes murs de feu sont fermés, donc les connexions entrantes ne sont pas possibles. Ici, incoming, là, vous voyez, c'est à zéro et ça va toujours le demeurer. J'ai pas de besoin de connexion entrante. Je ne suis pas un producteur de blocs. Je veux juste soumettre des transactions à la blockchain et je peux y accéder. Je peux accéder au memory pool que d'autres producteurs de blocs vont inclure dans des blocs. C'est pas ma job. Moi, je veux juste soumettre des transactions pour interagir avec la gouvernance. En tant que DIREP, en tant que comité constitutionnel, en tant qu'utilisateur simple, je peux le faire sans nécessiter aucune connexion entrante. Je veux juste un node synchronisé et c'est 100% sûr. Tant aussi longtemps qu'encore là, ce que je vais faire là, c'est créer des portefeuilles directement sur le node. C'est pas conseillé de faire ça sur le mainnet. Vous voulez toujours faire ça offline. Je vais le simuler, je crois, la prochaine fois. Ce serait intelligent de le faire. Ouais, je pense qu'on va y aller. Je vais avoir deux instances. Il y en a une que je vais mettre un background en bleu pour dire qu'on est correct. Et l'autre va être en rouge pour dire qu'on est dans un environnement chaud à risque. Et on va construire nos transactions d'un côté à l'autre. Puis je vais simuler la transition d'un côté à l'autre. Je pense que ce serait une bonne pratique pour si vous voulez interagir éventuellement avec le mainnet. Là, on est sur le testnet, on s'en fout. Personne ne veut votre argent en Monopoly. Mais sur le mainnet, ça pourrait être un danger là, d'exposer vos portefeuilles. Il n'y a personne qui veut faire ça. Bon, c'est parfait. Là, on a quelque chose qui fonctionne. Et Oui. donc, oui, pour la semaine prochaine, on va prendre encore des sessions où on prend seulement les vendredis. Les vendredis, ça me va. Dans le fond, cette semaine, j'en ai fait deux parce que je, je vous ai fait Ah, un, pour... je vous ai fait un Ya, ya, mauvais ya. coup. Je suis passé tout droit. Là, puis je me sentais mal, fait que je me suis dit que j'allais en faire deux. Mais normalement, vendredi, c'est très bien. Ça va être les vendredis dans notre cas. D'accord. Ouais. Ouais. Puis Et, pour ce qui est du temps, il n'y a pas de problème. Là, je peux défoncer les réunions. Là. On dépasse souvent à l'heure, mais c'est le fun parce que c'est en français. ouais, ouais. Bon, merci beaucoup pour la séance. Je ne sais pas si vous aurez encore les temps pour la session là que j'avais sollicitée. Vous aviez dit que Oui, vous pourriez oui, l'organiser après. oui, oui. Je vais en créer une autre personnalisée avec toi. Euh, Vous aviez dit que vous pouviez l'organiser directement sur Discord. Oui, je vais on appelle ça te draguer, je vais t'amener dans un channel privé. Il va seulement avoir nous deux, donc il n'y aura pas de problème si tu as des informations que tu ne veux pas forcément exposer Mhm. au grand jour, tu vas pouvoir m'en parler si tu veux. Puis je vais Ouais, faire ça beaucoup plus juste pour toi, ce que tu veux en particulier, peu importe. ouais. D'accord. OK. Donc, merci d'être venus, les amis. OK. Merci à vous aussi. À la prochaine.